D'avance, je tiens à vous préciser que si vous êtes une âme sensible, si vous êtes sensible à tout ce qui parle de meurtre, de crime, de gore aussi, de serial killer, clairement ne regardez pas cette vidéo, je vous la déconseille totalement. Hey vous! J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'adore les films d'horreur et si vous êtes là à me regarder, je pense que c'est parce que vous aimez aussi les films d'horreur. Mais savez-vous que certains films d'horreur sont inspirés de faits réels ? Eh bien oui, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Par contre, sachez que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de toute cette histoire, sinon demain on y serait encore, n'est-ce pas? Vraiment, je vais vous citer les grandes lignes, mais sachez que je vous mettrai plein d'informations en barre d'informations pour justement que vous alliez plus loin en termes d'informations sur ces histoires. Et sachez que je vous présente que certaines histoires, il y en a encore plein d'autres films d'horreur qui sont inspirés de faits réels, il y en a encore plein, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je peux pas tout vous présenter, sinon, demain on y sera encore. Et puis demain on peut pas, puisque c'est une autre vidéo de la semaine Halloween. Donc, sur ce, préparez-vous, accrochez-vous, mais surtout, ne mangez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que là, autant... Si vous allez bien, je ne sais pas si en fin de vidéo, ça sera la même chose. Oui, parce que croyez-moi, vous allez être retourné en écoutant ces histoires. Je suis sûre que vous connaissez Psychose, ou Psycho en anglais, par Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Oui, vous connaissez? Très certainement, c'est quand même un classique. Et est-ce que vous connaissez aussi Leatherface de Massacre à la tronçonneuse? Oui, aussi? Eh bien, sachez que ces personnages sont inspirés de Ed Gein, Edward Theodore Gein, ou surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein était un tueur en série américain des années 40 qui avait la particularité de se servir de la peau des victimes femmes qu'il tuait ou alors des cadavres de femmes qu'il déterrait. Pourquoi faire, me diriez-vous? Eh bien, pour créer des objets, comme par exemple des chaises, ou encore pour créer un déguisement de femme. Parce que Ed Gein voulait absolument savoir ce que ça faisait d'être une femme, d'avoir des seins et un vagin. Donc chez lui, il enfilait la vraie peau de femme, avec de la poitrine, et il mettait le vagin devant lui pour se sentir femme. Oui, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Et Ed Gein avait une relation très dysfonctionnelle avec sa maman avant qu'elle ne décède. Sa maman lui interdisait de parler aux femmes, puisque selon elle, les femmes étaient des suppôts de Satan. Voilà, donc sachez que la relation de Ed avec sa maman a inspiré donc Norman et Norma Bates de Psychose et aussi donc de la série Bates Motel qui est un préquel du film de Alfred Hitchcock. Et Ed Gein en lui-même a inspiré donc Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, mais pas que. Il a aussi inspiré Hannibal Lecter, que l'on voit notamment dans Le Silence des agneaux, sorti en 1991. Hannibal Lecter est un personnage créé par Thomas Harris, qu'on a vu dans la première fois dans le roman Dragon Rouge, ensuite dans Hannibal, Le Silence des agneaux, etc. etc. Donc Le Silence des agneaux est inspiré d'un roman et l'auteur de ce roman s'est inspiré donc de Ed Gein, mais aussi de Ted Bundy. Ted Bundy était un serial killer américain extrêmement connu qui a fait frissonner l'Amérique pendant les années 70. Ted Bundy agressait, violait et tuait des jeunes femmes américaines et il pratiquait même aussi des actes de nécrophilie sur leurs cadavres. Il existe actuellement un film sur Ted Bundy avec dans le rôle de Ted Bundy Zac Efron, ça lui change totalement de registre. Pour ma part je ne l'ai pas encore vu mais je vais bientôt y remédier. Apparemment il est très bien, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur Ted Bundy. Voilà. Bien évidemment, encore une fois, je ne vous dis que les grandes lignes, je ne rentre pas dans les détails parce que y aurait tellement de choses à dire.
Parlons maintenant du vampire le plus célèbre, j'ai nommé Dracula. Il existe de nombreux films sur Dracula et ce serait très long, je pense, de tous les compter. Bien évidemment, tous les films qui parlent de Dracula sont inspirés du livre éponyme, donc Dracula, par Bram Stoker, sorti en 1897. Mais saviez-vous que Bram Stoker s'est inspiré d'une personne qui a réellement existé, à savoir Vlad III Bassarab. Ce Vlad III Bassarab était surnommé aussi l'Empaleur, et d'ailleurs il me semble même qu'il était plus souvent appelé Vlad Tepes, qui veut dire donc empaleur, que par son prénom son nom de famille Bassarab. Vlad Tepes avait un père qui s'appelait Vlad II et qu'on surnommait aussi Dracul, Vlad Dracul, donc Dracul pour dragon, puisque son père faisait partie de l'ordre du dragon. Et quand on rajoute un A à Dracul, vous vous doutez que ça fait Dracula, donc Dracula, qui signifie donc le fils du dragon, littéralement, mais ça veut aussi dire, avec donc le temps, ça veut dire fils de Satan, fils du diable. Et donc Vlad Tepes était surnommé l'Empaleur parce qu'il avait la particularité d'empaler ses ennemis avec un gros morceau de bois bien pointu. Il les empalait. Et la légende raconte même qu'il buvait du sang, le sang de ses victimes. Mais cette légende s'est avérée au fil du temps, pas vraie. Voilà. Maintenant des films Conjuring. À ce jour, il y a 2 Conjuring de sortie et je vais commencer par vous parler du premier, Conjuring, les dossiers Warren, sorti par James Wan en 2013. Donc je pense que vous le savez, à force, Ed et Lorraine Warren que l'on voit dans les Conjuring ont réellement existé. Ed est décédé en 2006 et Lorraine est décédée récemment le 18 avril 2019. Le couple Warren était donc des chasseurs de fantômes. Ed se disait démonologue et Lorraine se disait médium. Les Warren ont fait de nombreuses enquêtes, notamment celle de la famille Perron, donc qui est dans Conjuring numéro 1. Sachez que c'est vraiment une histoire vraie. Je dis Perron, mais je sais plus, c'est Perron ou Perronne, enfin bref, je veux dire Perron. Puisque la famille Perron, ils vivaient donc dans une bâtisse du 18e siècle et ils ont commencé à voir des choses bizarres se passer dans cette maison. Et c'est là que donc les Warren ont commencé à enquêter dans cette maison pour savoir ce qui s'y passe réellement. Et donc sachez que c'est vraiment une histoire vraie. D'autant plus que Lorraine a vraiment été consultante auprès de James Wan pour ce film, pour vraiment raconter les faits réels. Et pareil pour Andrea Perron, qui est l'une des filles de la famille, qui a aussi été consultante. Parlons maintenant de Conjuring, le cas Enfield, sorti en 2016. Donc les Warren ont été contactés par la famille Hodgson qui vivait dans une maison paisiblement, voilà, dans une maison qui est située au nord de Londres à Enfield, jusqu'au jour où ils ont commencé à voir des meubles bouger dans la maison et à voir leur petite fille Janet léviter. Donc c'est là qu'ils ont contacté les Warren pour qu'ils enquêtent sur la situation. Voilà, et donc bien évidemment, donc c'est une histoire vraie, et ensuite de ça les Warren ont fait pas mal d'enquêtes, notamment Amityville et aussi Annabelle. Et justement on va parler de ces 2 vraies histoires juste après. Et sachez aussi que Conjuring 3 va sortir en septembre 2020. Dans cette vidéo-là, dans ma 4e édition, je vous parle ou je vous présente des films que je vous conseille de voir ou de revoir, donc en termes d'horreur bien évidemment. Et bien je vous ai parlé de Amityville. Donc il y a plusieurs films qui sont sortis. Le premier était La Maison du Diable qui est sorti en 1979. Et les Warren ont enquêté sur ce lieu. Mais on va revenir vraiment au tout début de l'histoire, qui est une histoire vraie encore une fois. En 1965, la famille DeFeo va acheter une maison dans les quartiers aisés d'Amityville, au 112 Ocean Avenue précisément. Et donc, dans cette maison vont vivre Ronald le père, Louise la mère et les enfants prénommés Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark et John. Tout se passait vraiment bien pour la famille jusqu'à un certain mercredi 13 novembre 1974 à 3h15 du matin précisément. Puisque c'est là que Ronald Jr., l'aîné de la famille, va prendre son fusil calibre 35 et va assassiner son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs dans leurs lits respectifs.
Rapidement, Ronald Jr. va être interpellé par la police, sauf qu'il ne cesse de changer de version, sans arrêt. Mais au bout d'un moment, il va finir par avouer ses crimes, et selon lui, c'était des voix qu'il entendait dans la maison qui l'ont poussé à tuer sa famille. À peu près 10 ans plus tard, en 1975, une autre famille, la famille Lutz, va venir s'installer dans cette maison malgré ce qui s'est passé avec la famille DeFeo. Donc ils vont s'installer dans cette même maison, au 112 Ocean Avenue, mais très vite ils vont déchanter. Ils vont s'apercevoir que la maison est hantée et après seulement 28 jours dans cette maison, en pleine nuit, ils vont partir, ils vont fuir cette maison en laissant tous leurs biens dans cette dernière. Et les Warren vont aller dans cette maison peu de temps après pour voir ce qui s'y passe et c'est là qu'ils vont affirmer que l'horreur habite cette maison. Voilà pour l'histoire de Amityville et il me semble que depuis elle a été remise en vente. Voilà, si vous êtes intéressés. Hein. Maintenant parlons de Annabelle. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi une histoire vraie. Donc Annabelle, on la voit pour la première fois, donc cette fameuse poupée, on la voit pour la première fois dans le Conjuring 1 et ensuite de ça dans les spin-offs, donc Annabelle 1, 2 et 3. Donc Annabelle était une poupée de chiffon de la marque Raggedy Ann et ressemblait à ça. Oui. C'est vrai qu'on est plutôt loin de la fameuse Annabelle des films, oui. Mais en même temps, c'est vrai que quand on voit ça au premier abord, on n'a pas vraiment peur. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû la rendre un petit peu plus creepy, n'est-ce pas? Donc dans les années 70, c'est une maman qui va acheter cette poupée de chiffon dans une brocante pour l'offrir à sa fille infirmière prénommée Donna. Et donc Donna vit en colocation avec son amie Angie et tout se passait bien jusqu'au jour où elles vont s'apercevoir que la poupée change de place toute seule et aussi à un moment elles vont voir des bouts de papier par terre avec le mot Help Me marqué dessus. Donc c'est là qu'elles vont commencer à s'inquiéter et elles vont faire appel à un médium. Ce dernier va venir et va affirmer que la poupée est possédée par l'esprit de Annabelle Higgins, une jeune fille de 7 ans qui a été retrouvée morte dans un champ. Et donc Annabelle vivait avant dans la maison où vivent Donna et Angie. Le médium qui est en contact avec Annabelle Higgins qui est dans la poupée de chiffon, Annabelle va demander au médium, elle veut rester auprès des filles, elle veut rester avec Donna et Angie tant que les deux filles l'entourent d'amour. Voilà la requête de la poupée, voilà la requête d'Annabelle, et les filles vont accepter. Ce qui est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais quand Lou, un ami des filles, va passer la nuit chez elle, il va faire un cauchemar où il voit Annabelle en train de l'étrangler. Et au réveil, c'est là qu'il va s'apercevoir qu'il a des marques de strangulation sur le cou. Et encore ce n'est pas tout, puisque le lendemain, Annabelle va le griffer au niveau du torse, le griffer violemment. Donc c'est là que Donna, Angie et Lou, c'est pas possible, ce n'est pas qu'une simple petite fille qui est à l'intérieur de cette poupée, ce n'est pas possible. Donc ils vont faire appel, ils vont demander de l'aide auprès du père Egan qui va lui-même contacter la haute autorité de l'église et c'est là que les Warren vont être mis sur l'enquête. La poupée n'est pas possédée par l'esprit de Annabelle Higgins mais par un démon. Oui, par un démon. Et finalement, donc là je vous passe plein de détails, mais finalement après avoir causé de nombreux malheurs auprès de nombreuses personnes, les Warren vont décider d'emmener Annabelle avec eux et de l'enfermer dans une boîte qu'ils ont créée, qui est hautement sécurisée et qui est donc depuis bénie 2 fois par semaine par un prêtre. Et sachez que cette poupée, vous pouvez la voir dans leur musée de l'occulte qui est situé dans le Connecticut et ce musée est ouvert au public. Voilà, si un jour vous êtes de passage par là. Voilà pour l'histoire vraie de Annabelle. Maintenant parlons de l'histoire d'une autre poupée, Chucky, qui est apparue pour la première fois dans Jeux d'enfants en 1988 et après il y a eu de nombreux films et le dernier est sorti cette année, d'ailleurs comme le dernier Annabelle. Mais avant tout, je vous rassure,
La poupée de Chucky n'a jamais existé, ou plutôt elle est inspirée d'une légende de 1906. La poupée de Chucky est donc inspirée de Robert, une poupée d'1 mètre de haut qui serait habitée par un démon. Et donc Robert est actuellement exposé dans un musée à Fort East Martello. Voilà pour cette petite courte information. The Girl Next Door, sorti en 2007. Pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous présente des films d'horreur que je vous conseille. Et c'est un film qui m'a tellement retourné. Voilà, de savoir que ce sont vraiment des faits réels qui se sont réellement passés et que personne n'a rien fait et que, enfin au contraire, que tout le monde était de mèche et que finalement, enfin c'est l'horreur. C'est totalement l'horreur ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire vraie de Sylvia Likens. Alors bien évidemment, je vais maintenant vous expliquer, vous raconter l'histoire de Sylvia Likens, donc par conséquent je vais vous spoiler le film The Girl Next Door. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, eh bien allez à ce minutage là. C'est donc l'histoire vraie de Sylvia Likens, qui était la fille de Lester et Betty Likens et avait 4 frères et sœurs. C'était la seule qui n'avait pas de jumeaux, puisque Diana et Danny étaient des faux jumeaux et Jenny et Benny étaient aussi des faux jumeaux. C'était la seule qui n'avait pas de jumeaux. Donc Sylvia et sa sœur Jenny se lièrent d'amitié avec Paula Baniszewski, je sais jamais comment ça se prononce, qui fréquentait le même lycée qu'elle. Et donc en juillet 1965, les parents des 2 filles, qui voulaient continuer de travailler en tant que forains partout dans l'État, eh bien ils vont demander à la maman de Paula, prénommée Gertrude ou Mrs. Wright, si elle pouvait garder les 2 filles, donc Sylvia et Jenny, pendant quelques temps en échange de $20 par jour. Mrs. Wright va donc accepter. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les parents Likens ne vont pas pouvoir payer les premiers $20 à temps et c'est là que Mrs. Wright va rentrer dans une colère noire. Puisqu'à partir de là, elle va commencer à battre les filles. Le cauchemar commence, surtout pour Sylvia qui sera séquestrée et battue à mort par Mrs. Wright, par les enfants de Mrs. Wright et aussi par les enfants du quartier. Tout le monde était de mèche, mais personne n'a jamais aidé Sylvia. Voilà l'histoire de Sylvia Likens qui est juste affreuse, vraiment affreuse parce que tout le monde était au courant, mais personne n'a jamais dénoncé ces atrocités. Voilà pour cette histoire. Parlons maintenant de La colline à des yeux, le 1, sorti en 2006, qui est donc inspiré de la légende de Alexander Shawnee Bean, qui était le chef d'un clan de 48 membres qui ont été arrêtés, ils ont tous été arrêtés, exécutés pour meurtre et cannibalisme. Puisque dans les années 1600, ce clan était reclus dans une grotte à l'est de l'Écosse et pendant de nombreuses années, les membres de ce clan piégeaient les personnes isolées qui passaient par là, qui se retrouvaient seules et ils les piégeaient, ils les dépouillaient, les démembraient et les mangeaient. Ils seraient donc coupables au total de milliers de meurtres. Oui, effectivement, c'est juste affreux. Parlons maintenant de la série slasher Scream. Le premier est donc sorti en 1997 et c'était clairement des films cultes. Qui n'a jamais vu ce fameux Ghostface? Tout le monde l'a forcément vu au moins une fois, que ce soit en déguisement, que ce soit voilà, à la télé, dans les films ou maintenant la série. Et donc, est-ce que vous saviez que ce fameux Ghostface, ce fameux tueur en série est inspiré d'un vrai serial killer qui a réellement existé, qui était surnommé l'Éventreur de Gainesville? Non, vous ne le saviez pas? Eh bien, de son vrai nom, Danny Rolling, eh bien, il a tué 5 étudiants avec un couteau en 3 jours en août 1990 et il a été condamné à mort après avoir avoué 8 meurtres.
On va maintenant parler de deux films qui parlent d'exorcisme. Le premier, c'est L'Exorcisme, sorti en 1973, qui est inspiré du roman The Exorcist de William Peter Blatty, qui s'est lui-même inspiré d'un fait réel, de l'histoire de Roland Doe. Donc c'est un surnom que l'église ont donné à ce garçon. Doe, c'est pour justement John Doe, quand justement on ne sait pas comment s'appelle la personne, quand on ne connaît pas son identité, eh bien on l'appelle John Doe si c'est un garçon ou Jane Doe si c'est une fille. Et là pour le coup je pense qu'ils ont voulu le surnommer Roland Doe pour justement garder l'anonymat. Et il a aussi un autre surnom qui est donc Robbie Mannheim. Ce sont les journalistes qui ont donné ce surnom. En 1949, on va l'appeler Robbie, donc ce jeune garçon de 14 ans vivait avec ses parents dans le Maryland aux États-Unis. Donc ce garçon était vraiment décrit comme étant quelqu'un de très calme, introverti et très studieux. Et Robbie était très proche de sa tante Harriet qui était médium, et d'ailleurs sa tante lui avait appris comment se servir d'une planche de Ouija. Mais sa tante, après une longue maladie, va décéder. Robbie va être bouleversé par la perte de sa tante Harriet et il veut absolument communiquer avec elle, et c'est là qu'il va communiquer, qu'il va prendre la planche de Ouija et qu'il va s'en servir pour essayer de parler avec sa tante. Mais communiquait-il vraiment avec Harriet ? C'est ce qu'on va voir, puisque peu de temps après, eh bien, des grattements, des bruits, des coups inexpliqués vont commencer à s'entendre dans toute la maison. Et ces bruits provenaient souvent de la chambre de Robbie, et des objets changeaient même de place. En parallèle, Robbie va complètement changer de caractère, et un jour, un voisin va même voir Robbie assis sur une chaise être projeté comme ça, sans raison valable. Les parents, son entourage, qui sont complètement désarmés par rapport vis-à-vis de cette situation, vont demander de l'aide auprès de l'église, et c'est là que le premier exorcisme va avoir lieu sur Robbie. Robbie est donc possédé par un démon, mais ce démon est très coriace, il est agressif, il est violent, il est même insultant. Des bleus, des morsures, des inscriptions comme Help Me vont également apparaître sur le corps de Robbie. C'est donc au bout de plusieurs mois, au bout de nombreuses séances d'exorcisme, que le démon va quitter le corps de Robbie. À la suite de ça, le jeune garçon va perdre la mémoire et il va vivre une vie normale, puisque depuis il est marié, il a des enfants et même des petits-enfants, et il n'a jamais voulu donner une interview par rapport à cette histoire. Voilà, donc au moins cette histoire se finit bien. L'Exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, est aussi un autre film qui parle d'exorcisme et qui est inspiré de faits réels, qui est inspiré de Anneliese Michel, qui en 1968, donc c'est une jeune Allemande catholique qui a 16 ans, et elle va commencer à avoir des convulsions mais vraiment très violentes, et c'est là qu'elle va être diagnostiquée épileptique. Et elle va ensuite être internée dans un hôpital psychiatrique, ce qui va lui provoquer une dépression sévère. Pendant son internement, son état s'aggrave. Elle crie, elle hurle des insanités, elle pense qu'on veut la tuer, elle voit aussi des visages démoniaques dans son entourage, elle a aussi une aversion profonde pour les crucifix, elle s'agenouille et se relève sans cesse en criant de douleur. Enfin voilà, son état s'aggrave. C'est au bout d'un an qu'elle va sortir de l'hôpital, amaigrie et fatiguée, et elle va reprendre le chemin de ses études. Mais malgré son traitement qui est très lourd, malgré tous les médicaments qu'elle prend, elle continue à avoir des convulsions, elle continue à avoir aussi des visages démoniaques dans son entourage. En 1973, sa famille, qui se sent totalement démunie face à cette situation, va demander de l'aide auprès de l'église pour faire des exorcismes. Sauf que l'église va refuser, puisque Anneliese ne rentre pas dans les critères de quelqu'un qui est possédé. Mais c'est finalement en 1975 que 2 prêtres vont commencer à pratiquer 2 exorcismes par semaine. Mais malgré les nombreux exorcismes et la tonne de médicaments qu'elle prend, eh bien, ces crises ne s'arrêtent pas. Elle continue à faire des crises et elle refuse de s'alimenter. Elle va même avoir une rupture des ligaments, puisqu'à un moment donné, elle va s'agenouiller et se relever 600 fois consécutives. Donc ces ligaments vont se rompre.
Finalement, après 60 exorcismes, le 30 juin 1976, alors âgée de 23 ans et affaiblie par une pneumonie, Anneliese Michel va décéder lors d'un exorcisme. Le rapport d'autopsie va alors affirmer que sa mort est liée à une malnutrition sévère et à une déshydratation. Ses parents et les deux prêtres vont alors être accusés de négligence ayant entraîné la mort. Et c'est à la suite de ces exorcismes, que l'Église en Allemagne va décider de ne plus jamais pratiquer d'exorcisme sur qui que ce soit. Voilà l'histoire vraie de Anneliese Michel. Sachez qu'il existe 4 cassettes audio qui ont été enregistrées durant ces exorcismes. Voilà. Cassettes que je n'ai pas voulu écouter parce que je pense qu'elles sont trouvables sur internet, je pense, mais voilà, j'ai pas voulu les écouter, tout simplement. Et si vous les écoutez, c'est à vos risques et périls. Ça, oui, je vais vous parler maintenant de ça. Vous le savez, j'adore ça avec Pennywise. Donc il y a 1990, 2017 et 2019 en termes de films, en termes de date de sortie. Et donc vous le savez, ça est inspiré des 2 tomes de Stephen King. Mais sachez que Stephen King s'est inspiré d'un vrai serial killer pour Pennywise, oui, de John Wayne Gacy, qui est surnommé le clown tueur parce qu'il se déguisait en Pogo le clown lorsqu'il allait visiter les enfants dans les hôpitaux. Et donc ce John Wayne Gacy, de janvier 1972 à décembre 1978, était installé dans un pavillon dans la banlieue de Chicago et il a, pendant ce laps de temps, violé, torturé et assassiné 33 jeunes hommes, dont il a rangé les cadavres soigneusement dans le vide sanitaire de sa maison. Je ne vous dis pas l'odeur, et quelques-uns furent jetés dans la rivière des Plaines. Le clown tueur écopa de 12 condamnations pour ses 33 meurtres et 21 condamnations à perpétuité. Et pour terminer, je vais vous parler de Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Vous le savez, ce film est inspiré de Shining, l'enfant lumière, donc le fameux roman de Stephen King. Et donc le fait réel là-dedans, c'est que pour l'Overlook, l'hôtel L'Overlook qu'il y a dans l'histoire, et bien Stephen King s'est inspiré d'un vrai hôtel qui existe réellement dans le Colorado qui s'appelle The Stanley Hotel. C'est en 1974 que Stephen King et son épouse vont passer une nuit dans cet hôtel et pendant la nuit, Stephen King va faire un cauchemar dans lequel il voit son fils de 3 ans, son plus jeune fils, se faire courser par une lance à incendie. Et c'est donc au réveil qu'il aurait eu l'idée de Shining, l'enfant lumière. Mais ce n'est pas tout, l'hôtel est hanté. Il serait hanté de nombreux fantômes. En fait, chaque chambre aurait son propre fantôme. Par exemple, la chambre 228 serait fréquentée par un cow-boy, la 418 par un enfant, la 401 serait hantée par Lord Dunraven, un anglais libertin qui apparemment aimerait toucher les clientes dans leur sommeil. Apparemment. Et donc c'est dans la 217 que Stephen King et son épouse ont passé la nuit, donc c'est la 217 en vrai et la 237 dans le film ainsi que dans le livre. Et petite anecdote par rapport à cette chambre, pour terminer sur une note légère au niveau de la vidéo, n'est-ce pas? Et bien par rapport à la chambre 217, il y a aussi donc Jim Carrey qui a voulu passer une nuit dans cette chambre, sauf qu'il n'a pas pu passer cette nuit puisqu'il est parti en courant de cette chambre pour aller se réfugier dans l'Holiday Inn le plus proche. Voilà pour cette anecdote. Voilà pour cette longue vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Alors effectivement, il y a encore plein d'autres films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. Par exemple Esther, bien évidemment Esther. D'ailleurs, il y a eu un fait divers récemment qui... Voilà, tout le monde s'est mis à reparler de ce fameux film Esther. Il y a aussi Wolf Creek, En eau profonde aussi il me semble, La prophétie des ombres, enfin bref. Il y a plein d'autres films d'horreur inspirés de faits réels. Donc si vous avez envie que je fasse une seconde édition de cette vidéo, pas forcément dans la semaine Halloween, hein, pas forcément en période d'horreur, je sais pas, dans quelques semaines, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis aussi je pourrais parler des faits réels de films, mais autres que films d'horreur, pourquoi pas, dites-moi ça dans le sondage si ça vous intéresse. Sur ce, j'arrête de parler, je vous souhaite de passer une bonne journée après cette vidéo, ou une bonne nuit, hein. Ouais, courage, n'est-ce pas? Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain 17h pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Bye!